Nous étions déjà venus plusieurs fois à cet endroit précis, et à part des problèmes de voiture ou des amis mal équipés, nous n'avions jamais eu de soucis. Ce voyage en particulier consistait en une marche de 10 km aller, 10 km retour, avec un dénivelé total de 1800 mètres jusqu'à un lac. Nous l'avons fait en octobre, donc nous nous préparions à des températures glaciales, potentiellement en dessous de 0 la nuit. Nous étions 3, tous bien équipés. J'étais probablement le moins préparé du groupe, mais je savais que je serais à l'aise. Nous avons commencé la marche et sommes arrivés au lac en fin de journée sans problème. Nous avons installé le campement et profité de la nature, de quelques rations militaires et de quelques pintes de whisky. À la fin de la soirée, nous sommes installés pour dormir, moi dans une petite tente, mon ami dans un hamac juste à côté du feu, à environ 3 mètres de moi, et notre autre ami dans une tente à une trentaine de mètres. J'ai eu du mal à dormir, j'étais agité, et même si j'étais au chaud, je frissonnais souvent et me retournais sans cesse dans mon sac de couchage. J'ai mis ça sur le compte du froid. Finalement, je commençais à sombrer dans le sommeil quand j'ai été réveillé par la voix de mon ami. C'était clair comme de l'eau de roche. J'étais groggy et un peu confus qu'il me réveille, mais je l'ai entendu dire « Aide-moi ». Je me suis figé immédiatement, il semblait désespéré. Puis il a répété « Aide-moi ». Avant que je puisse répondre, j'ai entendu encore mon prénom, puis « Aide-moi, je dois aller pisser », suivi d'un rire qui était exactement celui de mon ami, un petit rire que je connaissais depuis des années. Alors j'ai répondu « Va te faire voir, j'essaie de dormir ». Je pensais qu'il voulait juste plaisanter. En y repensant, c'était totalement bizarre qu'il me réveille pour une blague stupide, mais à moitié endormi, j'ai laissé passer. Même si quelque chose me semblait étrange, j'ai décidé de l'ignorer. Il a insisté « Aide-moi, j'ai besoin de toi, sors ». J'ai marmonné qu'il n'avait qu'à y aller s'il en avait besoin. Ma mémoire est floue sur la durée de l'échange, mais après j'ai remarqué qu'il n'avait fait aucun bruit pour sortir ou revenir dans son hamac. J'ai trouvé ça bizarre et j'ai encore une fois laissé passer. Un peu plus tard, j'ai eu moi-même une envie pressante. Je suis sorti de ma tente et suis allé vers son hamac pour lui faire la même blague en l'appelant. Mais quand il s'est réveillé, il était complètement surpris. Je lui ai dit que j'allais juste pisser, comme il me l'avait dit 15 minutes plus tôt. Il m'a demandé de quoi je parlais. Je lui ai répété plusieurs fois s'il n'était pas dehors près de ma tente. Il a juré qu'il n'avait jamais quitté son hamac depuis qu'il s'était couché. C'est là que j'ai ressenti de vrais frissons dans le dos. Ce qui m'avait appelé dehors avec cette voix aiguë et moqueuse n'était pas lui. Je lui ai dit que ce n'était rien. Je suis allé faire ce que j'avais à faire, en surveillant les alentours. Finalement, je suis retourné dans ma tente. J'ai réussi à me réchauffer et à m'assoupir, même si j'étais terrifié. Je connais bien les légendes du nord du Nouveau-Mexique, et je n'aurais pas été le premier à disparaître sans laisser de traces si j'avais ouvert ma tente pour suivre cette voie. Alors que je commençais à m'endormir, c'est là que ça a essayé de m'avoir, dans cet état entre sommeil et éveil, où l'on croit tomber et on se réveille en sursaut. Sauf que cette fois, je ne tombais pas. Quelque chose avait attrapé ma tente et la traînait à une vitesse folle, peut-être 80 km à travers la forêt. Je sentais chaque choc contre les souches et les pierres. Ma tente se détruisait et je me faisais secouer violemment. Je hurlais, mais aucun son ne sortait vraiment. J'ai dû être traîné sur plusieurs centaines de mètres. Puis j'ai ouvert les yeux. La tente ne bougeait plus. Pendant cette sorte de transe, tout semblait réel, identique à la réalité. Mais en ouvrant les yeux, j'étais allongé dans ma tente, intacte. J'ai appelé mon ami juste pour vérifier que j'étais bien dans la réalité. Il m'a répondu groggy avant de se rendormir. Sa voix sonnait vraiment comme la sienne, contrairement à ce que j'avais entendu plus tôt. Cette chose qui imitait la voix de mon ami en disant « Aide-moi, j'ai besoin d'aide, je dois pisser, viens dehors » me hante encore aujourd'hui. Le lendemain, je lui ai demandé, et il a juré qu'il n'avait jamais quitté son hamac ni parlé. Quoi que ce soit, ça m'avait spécifiquement ciblé. Mes amis sont retournés là-bas depuis, mais moi, j'ai choisi de ne pas y retourner. Quand on avait environ 14 ans, mes amis et moi sommes allés passer quelques jours à la ferme familiale d'un copain dans la campagne du New Hampshire. Il n'y avait pas grand-chose là-bas, à part des terres agricoles et des kilomètres de forêt dense. Il était environ minuit et on venait de passer quelques heures à faire les cons, à fumer des cigares et à faire un feu de camp dans un des pâturages.
Pour rentrer à la maison depuis le pâturage, il fallait marcher environ 800 mètres à travers les bois et un autre champ. Le père de mon copain avait pour habitude de nous taquiner sur le chemin du retour. Il nous attendait généralement sur le perron et nous tirait des feux d'artifice pendant que nous traversions. Nous avons commencé à marcher et en sortant du sentier, nous avons entendu un bruissement important dans les arbres en bordure du champ, à environ 70 mètres. Nous avons tous couru au milieu du champ et nous sommes jetés à terre en souriant, pensant que le père de mon copain allait nous tirer des feux d'artifice. Après environ 5 minutes de bruissement intermittent de feuilles et sans feu d'artifice, nos sourires ont disparu et nous avons commencé à nous demander si c'était un ours noir ou un autre animal. Le bruissement était clairement le bruit de pas qui s'accélérait et s'arrêtait brusquement, comme si quelqu'un courait d'arbre en arbre. Complètement paniqué, mon copain a sorti son portable et a appelé chez lui. Il se lève et marche un peu en direction de la maison, tandis que mon autre ami et moi restons allongés, fixant du regard la direction des bruits. Soudain, quelque chose surgit de la lisière de la forêt. Je n'oublierai jamais cette image. Nous étions encore à une 50aine de mètres et la lune, à peine visible, ne laissait pas apparaître les détails. Nous avons vu cette chose d'une taille inhumaine traverser une partie du champ avant de disparaître dans les bois. C'était maigre, avec des membres disproportionnés. Elle paraissait d'un gris clair uniforme, presque blanc, dans l'obscurité. En courant, ses bras et ses jambes incroyablement longs se balançaient d'une manière étrange et inquiétante, et elle semblait se déplacer beaucoup plus vite que la normale. Aussi vite qu'elle était apparue, elle avait disparu dans la forêt. Mon ami et moi nous sommes regardés, pétrifiés d'horreur. Nous sommes levés d'un bond, prêts à filer à la maison. Mon autre ami revient vers nous, sans se douter de rien. Son père a décroché. Il a dit qu'il était au lit depuis 1 heure. Sans dire un mot, celui qui était témoin de la scène et moi avons couru à toute vitesse vers la maison. Notre autre ami nous a imités. Arrivés à la maison, nous avons vérifié toutes les portes et raconté ce que nous avions vu à notre ami et à son père. Aucun de nous n'a fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, en descendant, le père de mon ami, dont la chambre était au rez-de-chaussée, nous a expliqué avoir entendu des bruits sourds toute la nuit, comme des coups frappés contre la maison et les fenêtres. Il prétendait être sorti plusieurs fois avec son fusil sans succès. Sur le coup, nous avons cru qu'il plaisantait, mais il maintient sa version. Autre élément inquiétant, la portion de forêt adjacente à la ferme familiale est connue localement sous le nom de Bois des Eaux et Bois du Diable, depuis aussi longtemps que sa famille vit dans la région, depuis plusieurs générations. Quand j'ai vu cette créature, j'ai failli me faire dessus. Franchement, je ne sais pas quoi penser, mais je sais ce que j'ai vu, et vous pouvez être sûr que vous ne me verrez plus jamais dans les bois du New Hampshire après le coucher du soleil. N'étant pas convaincu par le paranormal, je ne raconte pas souvent cette histoire, mais mes 2 camarades et moi, qui étions présents, en parlons encore régulièrement, et ça nous fait toujours flipper. J'ai un ami garde forestier. Il m'a raconté qu'une fois, avec un autre garde forestier, il récupérait des caméras de surveillance de la faune installées illégalement et détruisait des miradors, des mangeoires et des affûts. Ce dernier ne se sentait pas bien et a dit qu'il allait rentrer, car c'était à 1 heure de route en quad. Mon ami venait de terminer la dernière intervention quand il a entendu des voix. Il faut savoir qu'il était vraiment loin des sentiers battus. Il a appelé, mais personne n'a répondu. La nuit tombait et il a repris le chemin du retour quand il s'est aperçu que son quad ne démarrait pas. Il a alors remarqué que la batterie était débranchée. Il l'a rebranchée et a essayé de rouler, mais le quad n'avançait pas du tout. Moins d'1 kilomètre plus loin, il a complètement calé. Il a répondu par radio en disant en gros « Salut les gars, j'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher. » Ils lui ont dit qu'il viendrait, mais que ce serait dans 1 heure. Il a demandé si l'autre gars était revenu, et ils ont répondu que non. Il s'installa et alluma un petit feu, mais bientôt, il entendit de nouveau des voix. Il faisait nuit, il n'était pas rassuré. Les voix ressemblaient maintenant à une dispute. Quelqu'un était en colère et criait sur une autre personne qui semblait plus effrayée. Il appela et demanda si quelqu'un avait besoin d'aide. Les voix semblèrent indifférentes. Il supposa qu'elles devaient être à moins de 300 mètres. Il contacta de nouveau la zone par radio et on lui répondit qu'ils avaient du mal à le localiser
et qu'il n'était pas encore parti. Il leur demanda simplement de faire en sorte que l'autre garde forestier les informe de leur position, car il était parti avec l'iPad qui contenait la carte. On lui répondit qu'il n'était toujours pas rentré. Environ 3 minutes passent et il entend de nouveau les voix. Il décide d'aller vers eux, espérant qu'ils arrêteraient de se comporter comme des ivrognes et qu'ils auraient peut-être une carte. Il marche dans leur direction, mais les voix semblent s'éloigner à mesure qu'ils se rapprochent. Finalement, après 20 minutes, il abandonne et rebrousse chemin. Il a reçu un appel radio et on lui a dit que l'autre homme avait été retrouvé inconscient, couvert de vomi, et qu'il était emmené à l'hôpital. Mais il a rayé tous les endroits où ils ont trouvé un stand. Donc, ils ont une idée générale de l'endroit où il se trouve. Puis la radio s'est éteinte et les voix revinrent. S'ennuyant à mourir, il décida d'écouter leur dispute, retenant des phrases comme « C'était pas à toi de le prendre »,« Je m'en fous »,« Tu savais bien que non », etc. Il supposa qu'il s'agissait de 2 chasseurs se disputant une proie. Soudain, il entendit l'un d'eux crier quelque chose d'intelligible, puis le silence et un coup de fusil. Il éteignit son feu et se cacha. Après ça, il n'entendit plus rien, seulement sa respiration pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il aperçoive les phares d'un quad. Il raconta tout à l'homme qui le récupéra. Les recherches furent menées pendant 3 heures en vain. Il revint le lendemain avec la police et des chiens. Au bout d'1 heure environ, on découvrit une tombe peu profonde contenant le squelette d'un homme mort depuis longtemps, visiblement tué d'une balle en plein visage. Le problème, c'est qu'il s'agissait d'un squelette qui reposait là depuis des années. Donc soit la dispute qu'il a entendue s'est terminée brutalement et les 2 parties sont entrées chez elles hier soir, soit il a entendu le meurtre de quelqu'un qui remonte à des années. Cette histoire s'est déroulée l'été de mes 15 ans. C'est un récit très vrai d'une petite rencontre que j'ai eue. À l'époque, je vivais avec mon père et ma belle-mère. Je me souviens que ma belle-mère avait fait une énorme scène parce que je voulais de nouveaux vêtements pour l'école, après avoir laissé quelques pantalons se trouer et continuer à les porter. C'était ma première année de lycée et je ne voulais pas qu'elle gâche ça pour moi, alors je suis allée passer l'été chez mes grands-parents pour gagner un peu d'argent. Ils vivent dans une zone isolée, autrefois habitée par de nombreuses tribus autochtones. C'est très retiré et c'est une forêt luxuriante et magnifique. Mon grand-père avait construit sa propre maison de 3 étages et un atelier où il coupait et assemblait du cèdre pour en faire des bardeaux de toiture. C'est là que j'intervenais, transportant de l'eau en morceaux de cèdre, les empilant, les clouant, les attachant en paquets pour la vente. J'ai gagné pas mal d'argent et j'ai pu m'acheter une garde-robe complète. À la fin de l'été, quand il faisait trop chaud pour travailler, j'ai décidé de faire une promenade. Je dois préciser que j'ai passé mon enfance à parcourir ces bois. Avec les 2 chiens de mes grands-parents, nous courions, jouions, dormions dehors toute la journée, et je n'avais jamais rien vu d'étrange ni ressenti de malaise. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il fasse plus frais, et je suis partie sur un petit sentier qui menait à une ancienne route forestière abandonnée. Je l'avais parcouru tant de fois que je ne faisais même plus attention, jusqu'à ce que je sente que j'étais observée. Je précise que j'étais jeune, je n'avais jamais touché à l'alcool, etc. Et je n'ai aucun antécédent d'hallucination ou de troubles mentaux. Ce que j'ai vu me hante encore aujourd'hui. Il était là, debout, nu, au milieu du sentier, me regardant avec une expression vide. Il était grand, peut-être 2 mètres. Ses cheveux noirs et gris étaient longs et emmêlés, et il en avait aussi qui poussaient en touffe sur les bras et les jambes. Il n'avait pas de partie génitale, seulement une chair lisse à cet endroit. Sa peau était d'un jaune maladif, trop grand pour son corps, pendante par endroits. Nous nous sommes regardés dans les yeux. Je ne pouvais plus bouger ni penser, tout autour de moi était silencieux. Les 10 secondes suivantes ont semblé durer une éternité. Nous sommes restés là à nous fixer, puis il s'est brusquement tourné et a disparu dans les arbres. Le feuillage n'a même pas bougé, comme si c'était fondu dans la forêt. J'ai honnêtement cru qu'il allait me charger ou m'intimider, mais il est juste parti. Je ne l'ai jamais revu, et je n'ai aucune envie d'aller le chercher. J'en ai parlé à ma grand-mère, mais elle m'a dit que c'était sûrement des toxicos, car la région est connue pour ça. Je raconte rarement cette histoire, surtout parce qu'elle paraît inventée. J'ai essayé de me renseigner sur le folklore amérindien, surtout local, mais je n'ai rien trouvé qui corresponde à cette description.
J'ai vu quelque chose dans les bois hier et je ne sais pas ce que c'était. Je suis encore effrayée. Je vis en Nouvelle-Écosse où je n'ai jamais entendu parler d'entités paranormales dans les bois, ni de choses effrayantes de ce genre. Je suis un grand amateur de camping, je campe même seul. Je pars souvent en randonnée uniquement avec mon chien. Je suis constamment dans les bois et je n'ai jamais peur. Hier, mon petit ami et moi avons décidé de partir à l'aventure sur son quad. Il vit sur l'une des réserves établies dans les années 1800 et je n'avais pas encore exploré cette partie de la province. Bref, nous sommes partis sur un sentier qu'il ne connaissait pas non plus. Il était environ 18 heures. Le soleil était encore là, mais déjà bas dans le ciel. Le sentier était très boisé, au point qu'on ne voyait presque pas le ciel, mais il faisait encore clair. Nous étions à environ 10 minutes de la réserve, donc encore assez proches. Nous avancions depuis un bon moment, quand en même temps, nous avons senti que l'énergie dans les bois changeait, et nous avons dit simultanément qu'il valait mieux faire demi-tour. J'avais un sentiment tellement étrange que j'ai pris une photo du sentier devant nous et j'ai ouvert Google Maps pour voir jusqu'où nous étions allés. Une fois le quad retourné, nous faisions face au chemin par lequel nous étions venus. Mais il y avait aussi un autre sentier sur la gauche qui ressemblait plus à un chemin de marche qu'à une piste pour quad. J'ai levé les yeux vers ce sentier et j'ai dit à voix haute « Oh mon Dieu !» Lui aussi regardait dans cette direction et a répondu « Je sais, je l'ai vu aussi ». Je n'avais jamais dit que j'avais vu quelque chose et j'étais assise derrière lui sur le quad, donc il ne pouvait pas savoir dans quelle direction je regardais. Je me suis agrippée à lui de toutes mes forces pendant qu'il accélérait pour partir. Une fois éloigné, il a ralenti et m'a dit « Tu as vu quelque chose sur le côté droit de ce sentier, n'est-ce pas ?»« Oui, environ 2,50 m de haut et noir, ai-je répondu. Il a dit « Exactement » et nous a sortis de là. Quand j'ai compris qu'il avait vu la même chose que moi, j'ai ressenti une peur intense que je n'avais jamais connue. Mes yeux se sont mis à pleurer et je tremblais de tout mon corps. Nous avons quitté la zone et parlé de ce que nous avions vu. Nous avons essayé de chercher des photos sur internet et nous étions sûrs d'avoir vu la même chose, mais je ne sais toujours pas ce que c'était. Ma meilleure description est que c'était une silhouette très noire, mince, de 2,50 m à 2,70 m de haut. Je ne pouvais pas voir si elle avait un visage, mais je sentais qu'elle nous regardait. Elle se tenait à côté d'un arbre très grand, comme si elle se cachait derrière pour nous observer. Je ne pouvais pas dire si elle bougeait, car nous étions en mouvement sur le quad. L'énergie dans cette partie du sentier était complètement étrange et inquiétante. Je ne peux même pas l'expliquer, et nous l'avons ressenti tous les deux en même temps. Une fois de retour chez mon petit ami, nous avons raconté l'histoire à sa famille. Sa mère vit à côté et elle est venue nous purifier avec de la fumée sacrée, nous et notre chambre. Je me suis sentie mieux après ça, mais j'ai quand même eu plusieurs réveils en pleine nuit, effrayée. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je suis étudiant et avec 7 autres camarades de mon école, nous sommes partis en randonnée avec 2 leaders expérimentés. Nous avons roulé jusqu'à la forêt d'État de Zaleski, dans la région des Appalaches de l'Ohio. C'était début avril cette année. Il faisait froid et tout était encore mort à cause de l'hiver. Après avoir marché plusieurs kilomètres dans la forêt, nous avons installé le campement sur un site prévu pour les randonneurs. Il y avait aussi quelques autres groupes, des couples plus âgés, plutôt sympathiques, et de filles de notre âge. Tout le monde était assez dispersé, et nous avons choisi de nous installer un peu à l'écart. J'ai toujours eu la capacité de ressentir l'énergie des lieux, et celle-ci n'était pas bonne, presque inquiétante. Chacun de nous avait une tente individuelle, et nous formions une sorte de petit regroupement, ma tente étant tout au fond, donc personne derrière moi. Notre cluster était juste à côté de la forêt, car ce site de camping ressemblait à une grande clairière carrée au milieu des arbres. Avançons dans le temps, je dormais profondément vers 2 heures du matin, quand je me suis réveillée en entendant des feuilles craquer juste derrière ma tente. J'ai entendu des pas tourner en rond autour de ma tente. Ils avaient une lourdeur qui ne pouvait pas être celle d'un cerf ou d'un chien, et ça sonnait comme 2 jambes humaines. Je ne peux pas inventer ça. Cette créature a tourné autour de ma tente pendant de longues périodes, s'approchant lentement des côtés, puis s'arrêtant avant de repartir marcher autour des autres tentes. J'entendais une respiration humaine, comme un souffle léger quand elle était proche.
J'étais tétanisée, trop effrayée pour ouvrir ma tente et vérifier. Je vous jure que ça a duré des heures et j'avais l'impression d'être le seul réveillé. Soudain, j'ai vu une forme lumineuse à travers ma tente, bien que je ne puisse pas dire ce que c'était puisque tout était fermé. C'était comme une lueur chaude. J'aurais pu croire que c'était une lampe torche, sauf que personne ne bougeait. J'étais paralysée par la peur, incapable de croire que c'était un animal. À un moment, je me suis endormie d'épuisement, mais j'entendais encore les pas lourds tourner autour jusqu'à ce que je sombre. Le matin, j'ai interrogé mes camarades. Notre leader a admis avoir entendu les pas et les bruits, disant que c'était étrange et qu'il aurait pu enquêter si elle n'avait pas été trop groggy. Un des garçons du groupe a aussi remarqué la lumière et pensait que c'était quelqu'un d'autre. Pourtant, personne n'est sorti pour aller aux toilettes ni n'a allumé de lampe cette nuit-là. J'avais entendu dire que la région des Appalaches pouvait être étrange et inquiétante, et maintenant j'y crois. À l'adolescence, j'ai vécu une expérience qui me laisse encore perplexe. Ma famille et moi avons grandi dans le sud-ouest du Montana, près d'une grande rivière. Notre vallée était connue comme un lieu auquel les tribus indiennes locales accordaient beaucoup de respect. La rumeur disait, sans preuve bien sûr, que la zone où nous vivions, près de cette rivière, était régulièrement utilisée pour des quêtes de vision, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il pourrait y avoir un lien. L'événement en question. Ma sœur aînée et moi marchions dans les bois, sur une île formée par une bifurcation de la rivière qui se rejoignait ensuite. L'île faisait environ 800 mètres de long, assez grande, avec une forêt de peupliers surchargés, très paisible et méditative. J'y avais passé une grande partie de mon enfance à courir partout. Je n'y avais jamais eu d'expérience étrange, juste un endroit apaisant et merveilleux. Mais ce jour-là était différent. Le temps était magnifique, une lumière dorée filtrant à travers les arbres. Nous marchions calmement, quand j'ai ressenti ce que je ne peux décrire que comme une traction figurative au centre de ma poitrine, comme si une ligne de pêche était accrochée à mon cœur et que je n'avais pas d'autre choix que de suivre la direction qu'elle indiquait. À cette époque de ma vie, j'étais bien plus ouvert aux expériences spirituelles ou surnaturelles, donc je sais que j'étais plus enclin à croire ce que je ressentais. Ma sœur a remarqué mon changement de comportement et m'a demandé si j'allais bien. C'était comme si je ne pouvais ni parler ni réfléchir, seulement suivre ce tiraillement dans ma poitrine. Elle a compris que quelque chose se passait et m'a suivi. J'ai continué à avancer, attiré dans les peupliers où les arbres étaient plus serrés. La sensation était si étrange, j'étais complètement captivée, je ne voulais rien ressentir d'autre. En avançant, j'ai senti que ça me menait vers une ouverture entre deux arbres qui s'étaient rejoints en formant une arche au-dessus d'un lit de ruisseau asséché. Quand ma sœur et moi avons franchi ces arbres pour entrer dans la clairière du ruisseau sec, l'attraction s'est arrêtée. Les bruits extérieurs se sont estompés. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. C'était la même forêt, et pourtant totalement différente. Alors que nous étions là, silencieux, j'ai vu quelque chose de noir, haut d'environ 60 cm, traverser la clairière en courant. Soit cette chose est sortie de derrière un arbre pour disparaître derrière un autre, soit elle est sortie de sous un arbre pour plonger sous un autre. Dans tous les cas, je n'ai eu qu'un aperçu fugace, mais je n'avais jamais rien vu de tel dans ces bois auparavant, ni depuis d'ailleurs. Peu après, ma sœur et moi avons remarqué que cette sensation, ce changement dans le monde autour de nous s'est dissipé. En quelques secondes, il était clair que nous étions de nouveau dans la même forêt qu'avant, rien de différent des centaines de fois où nous y avions marché. Nous sommes rentrés en silence, car nous avions tous deux ressenti quelque chose de profond. Je ne cherche pas un diagnostic psychiatrique, j'ai déjà exploré cette piste. Je veux simplement savoir si quelqu'un a déjà vécu une expérience similaire et quelles conclusions il en a tirées. Ça s'est passé il y a environ 17 ans, pendant les vacances d'été.
mon ami et moi sommes allés rendre visite à un autre ami qui séjournait dans un minuscule village isolé en Biélorussie pour l'été. La maison appartenait à ses grands-parents et l'endroit entier donnait une impression d'isolement total. Honnêtement, au début c'était vraiment amusant. Nous allions nager chaque jour dans un lac voisin et le soir, nous restions tard assis près de l'eau à écouter ce silence assourdissant qu'on ne trouve qu'à la campagne en discutant pendant des heures. La journée, nous allions cueillir des champignons, explorer les environs, prendre des photos et créer de très bons souvenirs ensemble. Nous sommes restés quelques semaines, mais ensuite l'une de mes amies a dû partir plus tôt à cause de problèmes familiaux. Le seul moyen de quitter le village était un bus qui passait 2 fois par semaine et elle l'a manqué. Elle est donc revenue chez notre amie et nous a demandé si nous pouvions l'accompagner jusqu'à une autoroute proche pour essayer de faire du stop. La route principale était à environ 11 km, alors nous avons commencé à marcher. Quand nous sommes arrivés, c'était en milieu de semaine et aucune voiture n'est passée. Sans doute que la plupart des gens étaient encore au travail en ville. Comme il se faisait tard, nous avons décidé de rentrer à pied. Sur le chemin du retour, nous avons traversé quelques villages voisins à moitié abandonnés. Franchement, c'était assez inquiétant et nous nous sommes distraits en chantant et en plaisantant pour éloigner la peur. La nuit tombait et il nous restait encore environ 6 km, puis nous avons emprunté une route bordée de forêts denses des 2 côtés. Soudain, nous avons commencé à entendre des bruits venant des arbres. Il faisait noir, complet, et honnêtement, c'était très perturbant. Nous avons essayé d'en rire, mais au fond, nous sentions tous que quelque chose n'allait pas. Puis mon ami a pointé du doigt, et nous avons vu 2 énormes yeux jaunes nous fixer depuis la forêt. Nous avons continué à marcher en silence un moment, jusqu'à ce que l'un de nous dise nerveusement « Ce doit être des lucioles sauvages qui nous jouent des tours. » Nous avons ri, mais nous savions tous que ce n'était certainement pas des lucioles. Rappelez-vous, c'était avant les téléphones portables, donc impossible d'appeler qui que ce soit. Nous devions juste continuer à avancer et rentrer sains et saufs. En approchant du village, 2 d'entre nous ont entendu une voix féminine venant de la forêt. Nous nous sommes regardés, réalisant que nous l'avions entendue tous les 2, tandis que le 3e ami parlait et n'avait rien remarqué. J'ai eu des frissons. Ça sonnait tellement réel, et le fait que je n'étais pas le seul à l'avoir entendu rendait la chose encore plus effrayante. Nous n'avons rien dit avant d'être de retour à la maison. Et voici où cela devient encore plus étrange. Dans le folklore slave, il n'y a pas seulement le Yoshi, l'esprit de la forêt qui protège les bois et joue parfois des tours aux gens, mais aussi la Rusalka. Ce sont des esprits féminins mythologiques souvent liés aux lacs et aux rivières. Elles sont généralement décrites comme de belles femmes aux longs cheveux, parfois réputées attirer les gens, surtout la nuit, grâce à leur chant ou leur voix. Nous avions passé tant de soirées au bord du lac, et entendre ensuite une mystérieuse voix féminine venant des arbres, cela nous a vraiment fait nous demander si nous ne nous étions pas approchés un peu trop près de quelque chose de surnaturel. Nous plaisantons encore à propos de ces lucioles, détraquées, mais au fond, nous savons tous que nous avons vu et entendu quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Entre les maisons abandonnées, les yeux brillants dans la forêt et cette voix féminine inquiétante, c'était honnêtement l'une des expériences les plus effrayantes et étranges de ma vie. Et oui, je pense encore à ces nuits au lac et je me demande ce qui pouvait bien nous observer et nous écouter dans l'obscurité. J'ai fait partie d'un groupe un peu comme les scouts. On passait beaucoup de temps dans les bois et il se passait souvent des trucs bizarres, mais la plupart du temps, c'était facile à expliquer. Il y a cependant un truc qui m'a encore terrifié aujourd'hui. J'étais animateur pour le groupe des 8-10 ans et nous étions en camping. C'était la première année que nous séjournions sur ce terrain immense. D'habitude, nous explorons la majeure partie du terrain avant l'arrivée des enfants afin de repérer les zones potentiellement dangereuses. Cette fois-ci, c'était impossible. À chaque camp, on organise ce qu'on appelle un jeu de nuit. C'est généralement un jeu effrayant où les enfants doivent accomplir plusieurs tâches pendant que les animateurs leur font une peur bleue. Évidemment, on en a fait un aussi pendant ce camp-là. On s'est déguisé en monstres et on s'est caché dans les bois, près des points de contrôle. Entre 2 points de contrôle, j'ai trouvé une clairière presque sans végétation, idéale pour les poursuivre. Impossible de me cacher à part derrière les arbres, impossible donc d'utiliser ma lampe torche,
sinon il m'aurait repéré à des kilomètres. Il faisait noir, une noirceur inquiétante qui joue des tours à la vision et vous fait imaginer des choses irréelles. Pendant que j'étais là, j'ai aperçu une ombre de ma taille passer en courant à côté de moi à plusieurs reprises. Je ne la voyais pas bien, alors j'ai pensé que c'était une hallucination, car il n'y avait rien quand j'ai allumé ma lampe torche. La partie toucha à sa fin, et j'ai aperçu de nouveau l'ombre. Cette fois, je la distinguais vaguement près d'un arbre, non loin de moi. Pensant qu'il s'agissait d'un des autres meneurs cachés pour effrayer les enfants, je décidai d'aller le rejoindre, car il était bientôt temps de rentrer. Je pointais ma lampe torche vers l'arbre, et en m'approchant, je remarquai qu'une personne se tenait là, vêtue de ce qui ressemblait à un sac de jute déchiré, la tête recouverte de plusieurs sacs plastiques blancs, visiblement noués ensemble. Un profond malaise m'envahit. Quelque chose clochait. Je demandai si tout allait bien, mais la personne ne répondit pas. J'entendis seulement un bruit étrange, comme si quelqu'un frappait contre du bois. Je m'approchai néanmoins jusqu'à une dizaine de mètres. Le bruit provenait de cette personne qui se cognait la tête contre l'arbre à plusieurs reprises. Je remarquai qu'il semblait être un homme. Il était pieds nus, les bras et les jambes couverts de boue incrusté, les mains crispées dans une position étrange. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'une plaisanterie de la part d'un autre chef, alors je lui ai dit d'arrêter. Il a lentement tourné la tête et a commencé à marcher vers moi. Quelque chose en moi me disait de fuir. Peu importe que ce soit qu'une stupide blague, j'ai pris la fuite effrayée pour rien. Si ce n'était pas une blague, j'avais l'impression d'être en grave danger, alors j'ai couru aussi vite que possible. Je l'entendais courir après moi, mais je n'osais pas me retourner de peur de me cogner contre un arbre. Je suis rentré en camping et tous ceux qui auraient pu être habillés comme ça étaient déjà là. Ils n'auraient pas pu arriver avant moi, et s'ils l'avaient fait, ils n'auraient certainement pas eu le temps de se changer. Je leur ai quand même dit qu'ils m'avaient fait une belle frayeur. Ils me regardaient bizarrement, pensant que j'essayais de leur faire peur, et on en est resté là. Le lendemain, j'ai voulu aller voir. On ne sait jamais, peut-être qu'un cinglé avait mangé le mauvais champignon et qu'il était en train de mourir d'hypothermie. J'ai emmené quelqu'un avec moi, au cas où, mais il n'y avait que des arbres à perte de vue. On est arrivé à l'arbre où j'avais vu la personne se cogner la tête, et là, il y avait un lapin mort, écorché et cloué au tronc. On a appelé la police. Ils ont jeté un coup d'œil rapide et ont conclu à une simple blague d'un autre groupe de scouts ou de gamins du village voisin. On n'a rien remarqué d'anormal ensuite, alors c'était sans doute une blague stupide, mais franchement, certains ont un humour vraiment tordu. Deux anecdotes me viennent immédiatement à l'esprit. La première remonte à mes 15 ans environ, début octobre, alors que je chassais l'écureuil. Il faisait assez frais, et je me promenais dans un creux où j'avais chassé quelques jours auparavant, où j'avais aperçu pas mal d'écureuils. Plus je m'enfonçais dans le creux, plus j'en voyais, et j'en ai abattu deux. Tandis que je les observais se déplacer dans les arbres, attendant qu'ils s'arrêtent sur une branche dégagée pour tirer, j'étais totalement concentré sur les deux petites bêtes qui sautaient partout, sans prêter attention à rien d'autre. Soudain, les écureuils, les 6 ou 7 que j'avais comptés à proximité, ont disparu. C'était déjà assez étrange en soi, car ils avaient tous poussé des cris d'alarme, puis plus rien. On ne les voyait plus nulle part, mais ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi est resté gravé dans ma mémoire pendant des années. Je restais immobile, cherchant du regard les écureuils que j'observais, quand soudain, j'entendis un grand fracas dans un ravin sur ma droite. Tandis que je m'arrêtais, je vis une silhouette émerger des arbres. Elle marchait sur 2 jambes et avait une carrure imposante. J'ai d'abord cru reconnaître mon père, car il chassait avec moi ce jour-là, mais je réalisais qu'elle était bien trop grande et ne portait pas de chapeau. Je l'observais longuement, debout au pied de la crête que j'escaladais à mi-hauteur, et persistais à penser qu'il s'agissait forcément d'un humain, compte tenu de certains de ses comportements. D'abord, elle regardait autour d'elle comme une personne perdue, scrutant lentement les alentours à la recherche d'une trace ou d'un indice de sa position. Ensuite, elle restait dressée sur ses pattes arrière, avec une aisance déconcertante, descendant la crête sans la moindre difficulté, contrairement à tous les ours que j'avais pu voir. Enfin, sa forme était bien trop humaine pour ne pas être celle d'un homme de très grande taille. J'ai commencé à me demander si cette personne était perdue. Alors j'ai crié « Bonjour » et elle a répondu en s'affaissant et en regardant rapidement autour d'elle, comme si elle cherchait un endroit où se cacher.
J'ai crié à nouveau et cette fois, elle a fixé ma position, me regardant droit dans les yeux. J'ai fait un pas vers elle et elle a détalé, sur ses deux pattes, plus vite que je n'avais jamais rien vu courir auparavant ou depuis. C'était un mouvement si gracieux, ce qui le rendait quelque peu glaçant, la facilité avec laquelle cette grande silhouette a franchi la crête à ma position de 14 heures. Ça m'a fait craindre que cette chose, quelle qu'elle soit, puisse facilement me rattraper et me tuer si elle le voulait. J'ai rapidement quitté les lieux et je n'y suis retourné qu'une seule fois depuis, cette fois-ci pendant la saison de la chasse aux cerfs et sans savoir où nous allions atterrir. La deuxième expérience s'est produite alors que je promenais mon chien dans le champ près de chez moi. Nous avons tous deux entendu un rugissement puissant provenant de quelque chose que je ne peux toujours pas identifier à ce jour. Ce qui s'en approche le plus, à mon avis, c'est un mélange d'ours, de loup et de tigre. Le bruit était tellement terrifiant que mon chien s'est immédiatement réfugié dans sa niche au fond du jardin et y est resté toute la nuit. Hier, mon petit ami et moi sommes partis en randonnée le long de la côte. Le nord-ouest du Pacifique possède un littoral magnifique et notre objectif est de parcourir tous les sentiers côtiers. Je suis en vacances toute cette semaine, alors nous avons décidé d'essayer un sentier situé au sud de chez nous. Lui-même n'y était jamais allé, donc nous étions tous les deux impatients. Le sentier fait partie du système des parcs d'État et mène à des falaises surplombant le Pacifique. Fait intéressant, ce parc est rarement voire jamais fréquenté. Il se trouve au bout d'une route sans issue près d'un aéroport municipal. Nous n'avons littéralement vu personne. Même les grilles de l'aéroport étaient fermées. Il n'y avait même pas de parking officiel, juste une allée en terre avec les panneaux habituels indiquant que le parc est fermé après le coucher du soleil. Nous avons suivi le sentier qui passe devant l'aéroport puis s'enfonce vers le sud-ouest dans les bois. Dans l'ensemble, c'était agréable et paisible. Il n'y avait qu'environ 3 km jusqu'aux falaises. Nous passions un bon moment, riant et discutant, mais à environ 800 mètres des falaises, tout a changé. Plus nous approchions, plus le silence devenait étrange. Les oiseaux se sont tus, même le vent semblait s'apaiser. Puis nous avons tous les deux ressenti cette sensation bizarre d'être observés et que quoi ou qui que ce soit n'était pas content de notre présence. Mon petit ami a pris un virage et s'est arrêté net. Il jure avoir vu une femme debout dans les bois. Elle avait la peau très blanche et des cheveux noirs mi-longs et en désordre. Elle portait un peu le gris à col roulé, très années 80 selon lui. Il n'a pas vu de jambes et elle a disparu juste devant lui. Moi je ne l'ai pas vue, mais je l'ai clairement ressentie. Nous avons continué, avons vu l'océan, puis avons pris le chemin du retour. Dès que nous avons franchi la lisière des arbres, nous avons de nouveau senti que nous étions observés et cette fois c'était hostile. L'air était lourd et très inconfortable. Nous avons accéléré le pas et bientôt cette sensation a disparu. Nous avons tous les deux eu l'impression que quoi que ce soit ne pouvait pas dépasser un certain point, comme s'il était piégé là. Et maintenant, sachant que nous sommes dans le nord-ouest du Pacifique et que la dure réalité est que des tueurs en série ont sévi ici au cours des 50 dernières années, il y a de fortes chances qu'une victime ou quelqu'un soit enterré dans ces bois. Nous n'avons aucune preuve, mais vu le nombre de femmes tuées ici et dans l'état voisin, puis abandonnées dans les forêts, il semble assez probable que nos pensées sur la situation soient correctes. Moi, mon meilleur ami et ma famille avons vécu plusieurs choses étranges au fil des années. Ma famille est très rationnelle, très terre-à-terre. Ils ne croient pas du tout au surnaturel, ni aux esprits, ni aux phénomènes inexpliqués. Ils sont matérialistes et athées, et pour eux, tout doit avoir une explication logique. Pourtant, malgré cette façon de penser, nous avons tous vécu des événements bizarres qu'on n'a jamais réussi à comprendre. On a essayé d'en parler, mais à force, c'est devenu un sujet qu'on évite. C'est comme si c'était interdit d'en discuter. Heureusement, avec mon meilleur ami, c'est différent. Lui, il me comprend,
il m'écoute et on peut parler librement de ce qu'on a vécu. Il y a environ 15 ans, on a vécu une expérience qui nous a vraiment marqués. C'était pendant une fête d'anniversaire. On était avec un groupe d'amis autour d'un feu de camp dans une forêt qu'on connaissait par cœur. On y avait joué tous les jours quand on était enfant. On connaissait chaque sentier, chaque arbre, chaque recoin. À un moment, mon ami et moi avons décidé de nous éloigner un peu du groupe pour discuter tranquillement. On voulait parler de choses personnelles, des soucis qu'on avait à ce moment-là. On a marché dans les bois pendant environ 1 heure. Il faisait frais, on était bien. On parlait calmement sans se presser. Puis comme il commençait à faire plus froid, on a décidé de retourner vers le feu de camp. En marchant, on a vu un homme devant nous, à environ 100 mètres. Il portait une veste rouge et marchait lentement sur le sentier. Ce n'était pas si étrange, car il y avait souvent des randonneurs dans cette forêt. Comme il avançait doucement, on se rapprochait de lui petit à petit. Quand on est arrivé à environ 4 mètres de lui, on allait le dépasser par la gauche, et il s'est approché d'un arbre très épais qui traversait le chemin et il a disparu de notre vue pendant 1 seconde. On a continué à marcher, on a fait 5 pas, donc environ 3 secondes plus tard, on est passé derrière l'arbre. Et là, il n'y avait plus personne. Devant nous, il y avait une longue route droite, environ 200 mètres. De chaque côté, il y avait des collines boueuses et boisées, mais aucune trace de l'homme. Il n'y avait pas de bruit, pas de mouvement, rien du tout. C'était comme s'il s'était évaporé. On s'est arrêté, choqué. On s'est regardé et on s'est demandé ce qui venait de se passer. On a commencé à chercher autour de l'arbre, pensant qu'il jouait peut-être à cache-cache ou qu'il avait sauté dans les buissons, mais rien. Pas de traces de pas dans la boue, pas de bruit de fuite. On a cherché pendant 10 bonnes minutes, en tournant autour, en appelant, mais on n'a rien trouvé. Finalement, on a éclaté de rire, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement impossible, on ne savait pas quoi faire d'autre. C'était un rire nerveux, un peu comme quand on est dépassé par une situation. On est retourné au feu de camp et on a raconté ce qui s'était passé à nos amis. Certains ont ri, d'autres ont haussé les épaules, mais pour nous, c'était réel. On l'a vu, on l'a suivi et il a disparu. Je sais que ce genre d'histoire existe. D'autres personnes ont vécu des choses similaires, mais ce qui me perturbe, c'est qu'il n'y a aucune explication logique. Mon ami et moi étions sobres, on n'avait rien bu, rien pris. On était en pleine forme, et pourtant cet homme en rouge a disparu sous nos yeux. Je ne sais pas ce que c'était, peut-être une hallucination collective, peut-être autre chose, mais depuis ce jour, je regarde la forêt un peu différemment. Elle reste belle, mais elle cache peut-être des choses qu'on ne comprend pas. Voici mon récit de ce qui s'est produit dans les bois lors d'une randonnée il y a quelques jours. Après beaucoup de recherches frustrantes, je n'ai trouvé aucune explication à mon expérience. Mardi après-midi, j'ai décidé de profiter du beau temps pour faire une petite randonnée. Je voulais explorer une réserve naturelle que je n'avais visitée que brièvement auparavant. Cette réserve se trouve entre un cimetière, une église et un hôpital psychiatrique. Après environ 30 minutes de marche sans incident dans les bois, je suis tombé sur une zone légèrement aménagée. En bas d'une colline, au milieu de la forêt, j'ai été surpris de découvrir une surface pavée et quelques murs de béton isolés. Un sentiment d'aventure et de découverte m'a envahi et j'ai été immédiatement excité à l'idée d'explorer. Mais en m'approchant de la zone pavée, les choses ont commencé à changer. J'ai ressenti un léger malaise, mais je n'y ai pas prêté attention. En arrivant sur le béton, j'ai été confus. Il y avait une chaise métallique vide posée au milieu de la clairière. Une partie de moi trouvait ça fascinant, à la fois étrange et inquiétant. J'ai pris une photo pour immortaliser le moment. Après l'avoir observé un instant, j'ai voulu m'approcher pour l'examiner, mais plus je m'en approchais, plus je ressentais un malaise. J'ai donc décidé qu'il valait mieux ne pas explorer davantage ce jour-là. Je me suis lentement tourné pour repartir, en murmurant « Cet endroit est plus effrayant que dans mon souvenir ». C'est alors que l'expérience s'est produite. Comme si quelqu'un me répondait, j'ai entendu une voix forte et directe dire « Personne n'aime être ici ». J'ai immédiatement fait volte-face pour chercher la personne. D'après la voix, il s'agissait d'un garçon de 5 à 8 ans, mais il n'y avait absolument personne. L'explication la plus logique aurait été un enfant jouant dans les bois. Pourtant, ça ne collait pas. Il n'y avait qu'un seul chemin pour entrer et sortir de la zone, et j'étais dessus.
Je n'avais vu personne pendant toute ma marche. L'absence de parents ou de toute autre voie d'accès m'a soudain frappé. Mon inquiétude s'est transformée en peur. J'ai jeté un dernier regard sans rien voir, puis j'ai commencé à courir à toute vitesse pour sortir des bois. J'ai fini par reprendre mon souffle, et je n'avais toujours aucune explication. Même après avoir entendu la voix, il n'y avait aucun mouvement, aucun bruit que j'aurais attendu d'une personne réelle. Je n'ai jamais vécu de rencontre paranormale auparavant. J'ai toujours été sceptique, mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Je n'arrive pas à rationaliser cette voix ni la situation. Il y a environ 3 ans, en septembre, mon amie que j'appellerai Agatha et moi sommes allés en voiture jusqu'au pied sud-ouest du mont Hood pour observer les planètes avec son nouveau télescope. Nous allons souvent dans les forêts domaniales pour observer les étoiles ou faire des randonnées nocturnes. Nous sommes toutes les deux des campeuses aguerries. Elle campe depuis toujours et je suis guide de survie en milieu sauvage. Nous avons toutes les deux passé de longs séjours en pleine nature. Nous avons toutes les deux croisé des ours, des pumas, des loups, des wapitis, des originaux et j'en passe. J'ai aussi vécu quelques rencontres étranges avec d'autres personnes en forêt, allant de rituels occultes à des personnes vivant en autarcie. Mais ce sont des histoires à part entière. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas facilement impressionnables et que nous sommes très habitués à la diversité des images et des sons de la forêt. Agatha était déjà allée à l'endroit où nous allions. C'est un camping sauvage, situé le long d'une route forestière peu fréquentée. Nous avions choisi cet endroit précis car nous savions qu'il était suffisamment élevé pour nous éloigner de la pollution lumineuse, mais pas trop pour éviter la neige. C'était un bon endroit pour observer les étoiles, avec une clairière d'environ 45 mètres de diamètre, principalement composée de terre et de gravier. Bien qu'Agatha y soit déjà allée, je n'y étais jamais allée et je voulais continuer un peu plus haut sur la montagne pour voir si nous pouvions trouver un point de vue un peu moins boisé. Nous avons donc roulé encore quelques minutes. En chemin, j'ai aperçu une tente à une vingtaine de mètres sur la droite, à l'endroit qui semblait être un autre emplacement de camping sauvage. Étrangement, aucun véhicule n'était garé là, juste la tente. Autre chose, il faisait assez froid pour camper dans une tente standard 2 ou 3 saisons. À cette altitude, les températures nocturnes sont généralement de -1 à 4 degrés à cette période de l'année, et cette nuit-là, il faisait environ 2 degrés. Quand je l'ai montré à Agatha, elle a ralenti pour regarder. Je craignais que quelqu'un ait abandonné la tente, et si c'était le cas, on la démonterait et on s'en débarrasserait correctement. Elle a donc ralenti à environ 8 km, et j'ai brièvement éclairé la tente avec une lampe torche, sans la diriger directement dessus, au cas où quelqu'un dormirait dedans. Pendant les 10 secondes qu'il nous a fallu pour passer lentement, j'ai eu l'impression que la fermeture éclair n'était pas complètement fermée, et je pouvais voir à travers la moustiquaire. Elle semblait aussi mal montée. Nous n'y avons pas trop réfléchi et avons continué notre route. Nous nous sommes dit que nous examinerions la tente de plus près pour voir si elle avait été abandonnée. 1 ou 2 minutes plus tard, la route se rétrécit brusquement dans un virage en montée. Nous sommes habitués à ce genre de changement soudain, car les chemins forestiers sont réputés pour être sinueux. Mais pour une raison inconnue, Agatha s'arrête net avant le virage et dit « Je ne pense pas qu'on devrait aller plus loin. » Je lui demande « D'accord, pourquoi ?» Elle répond « Je ne sais pas, mais je fais demi-tour et je retourne à l'endroit où nous étions venus au départ. » Elle semblait contrariée, mais je me suis dit qu'elle était simplement impatiente d'utiliser enfin son nouveau télescope. Elle a reculé d'une 15aine de mètres et a fait demi-tour avec le camion pour retourner vers la clairière. En approchant de l'endroit où se trouvait la tente, j'ai enlevé ma lampe frontale et l'ai tendue à Agatha pour qu'elle puisse éclairer la tente par sa fenêtre, à gauche de la route. Étrangement, elle semblait avoir bougé de 10 à 15 mètres. Une fois que nous l'avons aperçue à gauche des phares, elle s'est arrêtée net sur la route, juste devant. Le plus troublant, c'est qu'elle paraissait maintenant plus près de la route qu'avant. Mais comme je n'y avais pas trop prêté attention la première fois, j'ai simplement pensé que c'était un de ces souvenirs de témoins oculaires qui peuvent se tromper, et j'ai laissé tomber. Je ne sais pas ce qui a pris à Agatha, mais elle a braqué sa lampe frontale à pleine puissance directement sur la tente. J'ai dit « Attends 1 minute, on ne sait pas encore s'il y a quelqu'un qui dort dedans. » Mais dès que j'ai regardé la tente, je me suis tue.
Je l'ai fixée pendant une dizaine de secondes avant de dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tente ?» Agatha a répondu « Oui, je crois. Elle est juste à l'envers. » J'ai cligné des yeux plusieurs fois pendant que l'air froid les faisait larmoyer et me brouillait la vue. Je l'ai fixée encore 5 secondes et je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais j'avais l'impression de regarder un tableau de Picasso représentant une tente de type cabane. Rien n'était à sa place. J'ai détourné le regard quelques instants, me disant que j'aurais dû prendre mes lunettes, et je n'arrivais pas à croire que ma vision nocturne était soudainement aussi mauvaise. À ce moment-là, j'ai senti un malaise m'envahir, mais j'ai haussé les épaules. J'ai demandé à Agatha si elle voyait quelqu'un dans la tente. Elle a mis quelques secondes à me répondre et a dit « Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce que je vois, mais ouais, je crois que je vois des jambes nues qui dépassent. » Mon cœur s'est emballé et j'ai immédiatement pensé « Il y a quelqu'un à l'intérieur et cette personne est soit morte, soit en train de mourir de froid. » Agatha a chuchoté « C'est quoi ce truc ?» J'ai regardé à nouveau vers la tente et pendant une fraction de seconde, j'ai cru apercevoir des jambes nues qui dépassaient, comme si quelqu'un était allongé sur un lit de camp, les genoux légèrement fléchis. Mais c'était à travers la moustiquaire de la porte de la tente, alors je ne pouvais pas voir clairement. J'ai cligné des yeux, car pour une raison ou une autre, cette satanée tente était difficile à regarder. Quand je les ai rouverts, en une fraction de seconde, la porte en filet était fermée et les pieds avaient disparu. Pendant tout ce temps, elle ressemblait toujours à un tableau de Picasso, et j'ai commencé à avoir mal à la tête, comme si mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce que j'avais vu, même s'il s'agissait d'un objet en apparence banal. C'était tellement disparate et disproportionné, et ça semblait bouger à chaque clignement d'œil. Agatha l'a fixé en marmonnant. « C'est quoi ce bordel ?» Toutes les quelques secondes, puis elle secoua soudain la tête, remonta la vitre et dit « On y va, il y a sûrement quelqu'un qui dort dedans. » Je n'ai aucune idée de pourquoi elle en est arrivée à cette conclusion, ni pourquoi je l'ai suivie, si ce n'est que c'était la seule explication plausible sur le moment. Nous avions toutes les deux déjà vécu des choses étranges en pleine nature. Alors même si c'était effectivement bizarre et que ça nous avait mises sur nos gardes, nous n'avons pas paniqué et nous avons rationalisé ce qui nous paraissait étrange. Et bien sûr, ça n'a pas duré longtemps, car cette nuit-là s'annonçait vraiment bizarre. Nous avons quitté la tente et la personne qui y dormait peut-être, puis nous nous sommes garés sur la clairière de gravier, 5 minutes plus loin. Nous avons tous deux allumé nos lampes frontales et inspecté les environs à la recherche de déchets et d'animaux. Premier événement étrange, alors que nous étions au bord de la clairière, Agatha a failli tomber à la renverse. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est une habituée des activités de plein air. Elle a l'habitude de marcher de nuit, sur sentier ou non, avec ou sans lampe frontale, sans jamais trébucher ni tomber. Environ 1 minute plus tard, la même chose m'est arrivée. En retournant de la clairière vers l'endroit où nous avions installé la bâche et la couverture, j'ai trébuché et failli tomber à la renverse. Ça nous est arrivé à tous les deux, une demi-douzaine de fois. Trébucher sur rien ou sur nos propres pieds. On avait presque l'impression que le sol était ailleurs. Rationnellement, je pourrais dire que tout le monde a des jours sans, et dans mon cas, je n'y étais jamais allé, contrairement à elle qui connaissait bien le coin. De plus, je visite régulièrement de nouveaux endroits, et je ne me souviens pas d'avoir jamais trébuché comme ça, sauf sur des terrains accidentés ou en traversant des ruisseaux. Bref, je ne sais pas, à vous d'en tirer vos conclusions. On ignore à nouveau cette situation étrange. Elle se met à installer son téléphone. Je m'allonge sur la bâche pendant qu'elle essaie de repérer Jupiter. Elle passe environ 3 minutes à installer le télescope et une demi-heure à essayer de faire la mise au point sur Jupiter. Chaque fois qu'elle parvient à l'aligner dans le télescope et qu'elle prend un instant pour se redresser, 3 à 5 secondes à peine, elle se penche à nouveau vers l'oculaire et Jupiter a disparu. Pendant tout ce temps, j'étais allongé sur une bâche recouverte d'une couverture en crochet, parfaitement à l'aise. Je ne me suis pas rendu compte de mon confort jusqu'à ce qu'elle me demande de venir regarder dans le télescope pour voir si je pouvais garder Jupiter en vue. Dès que je me suis levé, j'ai senti un changement de température par rapport à l'endroit où j'étais allongé. Il faisait soudainement beaucoup plus froid, pas comme une vague d'air froid. L'air était immobile. C'était comme si la température au sol était de 15 à 20 degrés supérieure à la température ambiante. Je n'arrivais pas non plus à suivre Jupiter du regard et après 5 minutes d'efforts supplémentaires, nous avons abandonné et nous sommes allongés sur la bâche pour observer les étoiles. Après quelques minutes de détente en silence, j'ai réalisé qu'Agatha n'avait pas de couverture. Alors je lui ai demandé si elle voulait partager la mienne. Elle a répondu « Non merci, je n'ai pas froid ». C'était étrange car elle est du genre à toujours avoir froid. Son refus de couverture était donc une anomalie de plus à ajouter à la liste de celles de cette nuit-là. Je lui en ai parlé et lui ai dit avoir remarqué une différence de température à une vingtaine de centimètres du sol.
Alors que je contemplais le ciel, qui était parfaitement dégagé, j'ai remarqué qu'il était divisé en deux, d'est en ouest. Pour vous donner une idée, il y avait une ligne invisible qui séparait le ciel en deux parties, nord et sud. La partie nord était plus claire que la partie sud. On aurait presque dit que le nord était affecté par la pollution lumineuse, contrairement au sud. Mais le plus étrange, c'est que dès que j'ai remarqué ce phénomène de ciel divisé, j'ai aussi remarqué que les étoiles de chaque côté scintillaient à des rythmes différents. Aussitôt que j'ai remarqué les étoiles, la division s'est inversée. Le sud était maintenant plus clair et le nord plus sombre. J'ai fait remarquer cela à Agatha. Elle a observé un moment et a confirmé avoir constaté le même phénomène. Nous avons conclu à un phénomène naturel inconnu. Il ne s'agissait ni d'un dôme de pollution lumineuse, ni d'aucun autre type de dôme lumineux, car la démarcation était nette, sans aucune imprécision. Le soleil s'était couché au moins 1h30 plus tôt. Ce n'était donc pas un halo crépusculaire. De plus, ça ne pouvait pas être dû à des rayons anticrépusculaires, car nous étions orientés vers l'ouest. 10 minutes passèrent encore. J'étais si bien installé que j'aurais pu m'endormir. D'ailleurs, je commençais à fermer les yeux, quand Agatha se redressa brusquement et me secoua. Elle dit avoir aperçu une lumière venant de l'endroit où se trouvait la tente Picasso, à travers la lisière des arbres au sud-ouest. Sans me redresser, je tournais simplement la tête dans cette direction. Je lui demandai si elle pensait que c'était une lampe torche, et elle répondit que c'était possible, mais que la lumière semblait trop haute. J'ai suggéré que c'était probablement la personne qui dormait dans cette tente, qui revenait peut-être d'une randonnée nocturne ou qui allait aux toilettes. Elle acquiesça et se recoucha sur la bâche. Un certain temps passa, je dirais entre 10 et 20 minutes. J'étais parfaitement à l'aise, bercé par un léger sommeil, quand soudain je me suis redressé d'un bond. Agatha était toujours allongée et semblait être endormie. Aucun bruit, rien de perceptible ne m'a réveillé. J'ai regardé vers la lisière de la forêt, au sud-ouest, et j'ai aperçu une lumière. Pendant une fraction de seconde, je me suis félicité d'avoir des sens si aiguisés que je pouvais deviner la présence d'une lampe torche à une telle distance. Mais cette satisfaction s'est vite dissipée lorsque j'ai remarqué une autre lumière, puis une autre. J'ai eu un de ces moments où mon esprit était incapable de comprendre ce que je voyais, et je ne pouvais le comparer à rien de connu. Il y avait en tout 3 lumières, ou plutôt 3 orbes. Ce n'étaient pas des faisceaux lumineux, mais des orbes qui flottaient indépendamment l'une de l'autre dans la partie supérieure de la canopée en direction de nous. Elles tournaient l'une autour de l'autre. Elles avaient une teinte bleutée, un peu comme une lampe solaire LED bon marché. Je ne pouvais pas dire avec certitude leur taille, car je n'avais aucun point de repère, si ce n'est la lisière de la forêt à une quinzaine de mètres de l'endroit où j'étais assis. Et les orbes n'étaient pas directement au bord de la clairière. Elles semblaient beaucoup plus éloignées. Je sentais qu'elles se rapprochaient, car elles paraissaient grossir légèrement à mesure que je les observais. J'ai secoué Agatha et pointé du doigt la lisière de la forêt. Elle a tourné la tête dans cette direction et s'est levée d'un bond. Elle a attrapé son télescope et je me suis levé pour froisser la bâche et la couverture. Nous avons tout jeté dans la benne de son pick-up sans remettre le télescope dans son étui et nous avons démarré en trombe. Je n'avais jamais ressenti une telle angoisse que cette nuit-là, à flanc de montagne. J'étais en mode survie, à tel point que j'avais envie de courir dans le pick-up. Nous n'avons pas parlé avant d'être complètement sortis de la forêt et sur la route 26. Dès que nous avons aperçu une autre voiture en sens inverse, nous avons poussé un soupir de soulagement et nous nous sommes exclamés. Mais qu'est-ce que c'était ? À ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. C'était un mélange tellement bizarre d'événements anodins. Pris individuellement, chaque chose était à peine étrange, et je ne peux m'empêcher de penser que le changement de température, le sol instable, la tente Picasso et le ciel divisé étaient d'une manière ou d'une autre liés à l'apparition des orbes. Notre réaction paniquée et notre angoisse partagée étaient également très étranges et inhabituelles pour nous deux. J'avais l'impression qu'il devait y avoir autre chose en jeu pour que nous réagissions ainsi.